Et voilà, je crois qu'on est live. Bonjour à toutes et tous qui sont déjà là, pour ceux qui sont déjà là, et bonjour aussi à à ceux qui arrivent et qui sont en train de nous rejoindre. Merci encore une fois de participer à ce webinaire Neofa. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent de manière assez régulière, je vais attendre encore 1 ou 2 minutes que les personnes se connectent. Donc voilà, entre 18h02 et 18h03, on commencera. Concrètement, voilà, c'est pour laisser un petit peu le temps aux gens de nous rejoindre. Donc voilà, pour ce webinaire un petit peu particulier, qui sera un petit peu différent des autres, et ce qui pourra, je pense, être bien pour tout le monde. Donc voilà. Je vois que les gens continuent d'arriver. N'hésitez pas évidemment à utiliser le chat si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Il est là pour ça. On vérifie le chat. On transmettra les questions si besoin. Voilà. Voilà, donc les gens se connectent. Merci, je l'ai déjà dit, mais merci à toutes et tous d'être là. Aujourd'hui, c'est un petit peu de saison, hein. On va parler un petit peu d'impôts et comment réduire ces impôts. Alors, je vous le dis de suite, comme ça au moins ça ne sert à rien de poser la question. Pour la feuille d'impôt que vous avez reçue cette année, c'est fini. On ne peut pas les réduire, hein. Malheureusement, il fallait faire ça l'année dernière. Mais je pense que certains d'entre vous qui sont là avaient peut-être été surpris sur le montant indiqué sur la feuille d'impôt, d'où l'idée de participer à ce webinaire et de discuter un petit peu avec nos deux experts pour voir un petit peu ce qui est possible de faire et comment on peut le faire pour essayer de réduire un petit peu la facture. Comme vous le savez, l'idée de Neofa, c'est vraiment de vous aider, vous toutes et tous, à créer, développer et gérer votre patrimoine avec l'aide de conseillers financiers indépendants. Et on a la chance aujourd'hui, lors de ce webinaire, d'avoir deux experts avec Alexandra Nabé et Frédéric Fèvre qui vont nous aider au travers de ce webinaire à mieux comprendre ce qui est possible de faire et à clairement identifier et matérialiser des solutions. Alexandra, est-ce que vous pouvez peut-être faire une petite présentation de vous-même et nous dire un petit peu qui vous êtes et Oui. voilà, 3 minutes. Bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Alexandra Nabé, je suis associée fondatrice du cabinet Expertalis, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, au sens où nous n'avons pas de lien capitalistique, que ce soit avec des banques, des compagnies d'assurance ou des sociétés de gestion, quelles qu'elles soient. Et le fait de n'être lié à personne, eh bien, ça nous permet de travailler avec tout le monde et donc de donner l'accès à nos clients à des produits et des solutions de qualité. Nous travaillons évidemment selon une approche globale, c'est-à-dire que nous traitons toutes les problématiques et objectifs qui sont liés au patrimoine au sens large du terme. Et enfin, nous accompagnons nos clients, qu'ils soient personnes physiques, personnes morales ou professions libérales. Voilà. Merci Alexandra. Frédéric, pareil pour vous, s'il vous plaît. Oui, Est-ce que avec plaisir. vous pouvez vous présenter? Donc, Frédéric Fèvre, mon parrain de gestion privée. Comme Alexandra, nous n'avons pas de lien capitalistique ni avec des assureurs, ni avec des banques, ni des sociétés de gestion. On est donc indépendant sur cette partie-là. On conseille sur la partie financière, tout ce qui est transmission-succession, donc la partie un peu plus civile, et la partie fiscale, comme on va le voir ce soir ensemble. Voilà, mon parrain de gestion privée a été créé en 2020. Je l'ai rejoint en 2021, début 2021. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et pour moi, pour ceux qui ne nous suivent pas régulièrement, et c'est pas bien, mais j'espère qu'ils vont nous suivre maintenant régulièrement. Je suis Nicolas Delorme, un des cofondateurs de la plateforme Neofa. Je l'ai dit, webinaire un petit peu particulier parce qu'on va essayer de ne pas être trop théorique et d'aller principalement sur des cas pratiques. Comprendre clairement qu'est-ce que vous pouvez faire, dans quelle situation
et quels sont les avantages de telle ou telle solution. Frédéric, Alexandra, vous souhaitiez commencer peut-être. Alors, dernière chose avant ça, on va essayer de passer au travers de cette présentation en 40-45 minutes. Et ensuite de ça, vous aurez 10 minutes pour les questions. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Si on estime que ça fait du sens d'y répondre tout de suite, on piochera les questions dans le chat et on les posera directement à nos intervenants, Frédéric ou Alexandra. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, il est là pour ça. C'est encore mieux si c'est interactif, on pourra mieux répondre à vos besoins et vos problématiques. Première chose, quelque chose de très actuel. Alexandra, Frédéric, on voulait parler des erreurs à éviter sur la déclaration. Alexandra, à vous. Oui, alors la première erreur à éviter, c'est de ne pas vérifier les revenus qui sont pré-remplis sur la déclaration. Alors, elles sont rares, les erreurs, mais elles existent. Et donc, avant de valider votre déclaration, il faut vérifier le montant global des revenus qui ont été pris en compte, à commencer par les revenus déclarés par votre employeur et notamment aussi, on l'oublie souvent, les indemnités journalières qui sont perçues, par exemple, au titre d'un arrêt maladie. Voilà, donc vérifiez bien les montants pré-remplis. Fred, quelques mots sur les pensions alimentaires pour nos chers auditeurs divorcés. Alors effectivement, oublier de déclarer une pension alimentaire, en fait, ça peut poser problème puisque on peut déduire jusqu'à 6 368 € par enfant. D'autre part, il faut que l'enfant le déclare également dans ses revenus pour que ce soit déductible de l'autre côté. L'enfant, si l'enfant est majeur, tu veux dire? Oui. D'accord. Ok. Les frais de garde, Alexandra, si on les oublie. C'est embêtant si on les oublie parce qu'ils donnent droit à un crédit d'impôt qui est égal à 50% des dépenses engagées pour la garde des enfants. Deux points importants, par contre, ne pas inclure les frais de nourriture dans les montants que vous déclarez, car ils ne sont pas concernés par le crédit d'impôt. Et deuxième point, il faut retirer de ces frais les aides qui ont été perçues au titre de la garde des enfants, notamment par exemple le complément de libre choix de mode de garde ou les aides versées par les employeurs. Quand vous avez une partie de ces frais qui sont prises en charge par le comité d'entreprise, vous n'avez pas le droit au crédit d'impôt, ce qui est logique puisque ils sont pas payés par vous. Mais voilà, donc les oublier, c'est une erreur puisqu'ils ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50% et je crois qu'on va arriver ensuite à la différence entre réduction et crédit d'impôt. Donc, oui, parfait. Les dons aux associations, on se doute bien que Bernard Arnault n'a pas dû oublier de déclarer le don qu'il a fait pour Notre-Dame. Mais est-ce que Fred, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, vous avez deux types de réduction d'impôt, donc soit à 75% dans la limite de 1 000 €. Alors, Bernard Arnault a dû donner un petit peu plus pour les organismes ou les personnes en difficulté, ou sinon 66% pour les organismes d'intérêt général. Donc, pensez bien à demander, si vous ne l'avez pas reçu, votre IFU à l'association pour laquelle vous avez donné, qui vous permettra de reporter ce montant-là dans votre déclaration. IFU étant imprimé fiscal unique, excusez-moi. Ok, parfait, merci. Les enfants à charge, Alexandra? Oui, alors bon, généralement, on n'oublie pas de les déclarer, mais moi, je voulais insister plutôt sur les enfants de parents qui sont divorcés ou séparés. Et ça pose plus souvent de problèmes. Donc, l'enfant de parents séparés ou divorcés est considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il réside habituellement. Donc, dans le cas où il y a une résidence alternée, eh bien, il peut être prise en compte de manière égale par chacun des parents qui se répartissent alors l'avantage global du quotient familial lié à l'enfant. Donc voilà, donc cette distinction, elle est souvent source d'erreur. Donc j'ai juste recensé les cases dans lesquelles vous devez remplir, les cases que vous devez remplir, lorsque votre enfant est à charge exclusive. Eh bien, vous devez renseigner les cases F
ou G de la déclaration de revenus. Et lorsqu'il est en résidence alternée, ce sont les cases H ou I. Magnifique. Merci beaucoup. À propos de cases, qu'en est-il de la case T pour les parents isolés et qu'est-ce qu'on entend par parents isolés dans ce cas-là? Alors, la case T, parents isolés, en fait, c'est tous les parents qui éduquent seuls leur enfant. Faut pas oublier de la cocher parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir 0,25 parts en plus si vous avez un enfant et 0,5 parts pour au moins 2 enfants. Et après, c'est dans la limite de 3 950 € par an par enfant. Donc, ne pas oublier de cocher cette case qui vous donne le droit à des morceaux de parts en plus. Quelques petits avantages, ouais. Des parts en plus. Ouais. Les revenus fonciers, bon, ne pas les déclarer correctement, oui, c'est sûr, mais c'est souvent compliqué de les calculer, en fait, Alexandra, non? Ouais, c'est souvent compliqué. Et alors, je voudrais revenir sur 2 petits points, parce qu'on va y venir plus tard dans ce webinaire sur les revenus fonciers, mais 2 points qui sont actuellement très en vogue. C'est les sous-locations en meublé et les sous-locations en nu. Ça a beaucoup le vent en poupe en ce moment. Donc, les sous-locations en meublé et les sous-locations en nu ne relèvent pas de la catégorie des revenus fonciers, mais ils relèvent de la catégorie des BIC et des BNC. Donc, BNC lorsqu'il s'agit de sous-location d'immeubles nus et BIC lorsqu'il s'agit de sous-location d'immeubles meublés. Voilà. Et deuxième point, si vous relevez du régime microfoncier, vous devez déclarer vos revenus bruts et ne pas faire l'abattement de 30% lorsque vous portez le montant de vos revenus sur votre déclaration. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. 3 derniers points. Le RCM, qu'est-ce qu'on entend par RCM au barème? Alors, les RCM, c'est les revenus de capitaux mobiliers. Donc, 2 choix pour déclarer ces revenus-là, soit la flat tax à 30%, soit au barème de l'impôt sur le revenu, qui donne le droit à un abattement de 40% sur certains revenus de capitaux mobiliers. Donc, vérifiez que votre placement est éligible à ça, enfin, vos revenus sont éligibles à ça. Et dans ce cas-là, il faut mieux choisir le barème de l'impôt sur le revenu. D'accord. Alors, je vois les 2 derniers, il y a marqué ne pas déclarer. C'est sûr que ne pas déclarer, je pense que ça peut nous poser quelques problèmes. Pourquoi particulièrement ne pas déclarer ses cotisations épargne retraite peut avoir une incidence? Eh ben, alors là, ça ne nous pose pas un problème, mais ça nous enlève une réduction d'impôt plutôt, puisque les cotisations qui sont versées au régime de retraite complémentaire, type préfonds, Corem, PER, etc., bien, sont déductibles du revenu global. Donc, tout ce qui concerne l'épargne retraite, donc là encore, je vais vous donner les bonnes cases. Elles sont apportées en 6NS. Ou en 6RS lorsqu'il s'agit de PERP, préfonds, Corem, Ségos, voilà, tous les contrats un peu particuliers. Et si vous souhaitez bénéficier du plafond de votre conjoint, parce que c'est possible dans les contrats, dans les plans d'épargne retraite, on le verra aussi plus tard, eh bien, n'oubliez pas de cocher la case 6QR. Magnifique. J'ai bossé. Oui, je vois ça. Et le revenu des enfants à charge, si on ne le déclare pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut entraîner, si contrôle, des pénalités. Donc, bien penser à déclarer tous les revenus des enfants, que ce soit des salaires, des pensions, des revenus de capitaux mobiliers dont on parlait tout à l'heure, tous les revenus que l'enfant a touchés pour l'année 2022. Magnifique. J'ai vu quelques questions passer. Comme on est dans le thème, je propose qu'on les traite maintenant. Il y a Olivier qui nous demande, alors je précise que pour les questions particulières, on va essayer de donner les réponses les plus précises possibles, mais sans connaître vos situations précises, c'est difficile de vous garantir une réponse. Donc, s'il vous plaît, voilà, on peut vous aiguiller, mais si vous avez besoin d'une réponse vraiment précise, je vous invite à prendre rendez-vous
avec Frédéric ou avec Alexandra via la plateforme Neofa. On vous mettra les liens ensuite. Pardon. Olivier qui demande « Ma fille est majeure, étudiante, rattachée à mon foyer fiscal. Si je la détache, est-ce que cette décision est réversible ou est-ce qu'il peut la rattacher l'année d'après ?» Alexandra, une idée? Non, il faut que je vérifie. Je ne sais pas si c'est réversible, très honnêtement. On peut passer à la question d'après. Je vais vérifier tout de suite et revenir sur la réponse, sauf si Frédéric la connaît. Non, pareil, je ne suis pas sûr. Okay. On va vérifier, on vous donnera ça, il n'y a aucun souci. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui répond que la réponse est oui. Donc, voilà, il semblerait qu'on ait la réponse ici en ligne. Donc, pas de problème. On voit, j'ai une autre question. La pension pour un ascendant est à déclarer également? Alors, je peux répondre pour le coup. Oui, tout à fait. C'est également à déclarer. Des deux côtés, hein, également. Parfait. On va continuer et on se garde quelques questions pour la suite. On va